En 1961, au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, le cosmonaute Youri Gagarin est devenu le premier homme dans l'espace. Quelques semaines plus tard, les États-Unis ont envoyé leur premier astronaute, Alan Shepard. Il a été accueilli en héros à son retour, mais le président John Kennedy savait que si les États-Unis voulaient surpasser le programme spatial soviétique, il fallait une mission plus audacieuse, à se donner pour objectif d'envoyer un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre. Alors que Kennedy s'adressait au Congrès, les États-Unis n'avaient que 15 minutes d'expérience de vol spatial habité. Personne ne savait si un atterrissage sur la Lune était même possible, encore moins en seulement 9 ans. Ce serait une entreprise d'ingénierie et scientifique sans précédent, marquée par l'héroïsme et la tragédie. La tâche incroyable d'atterrir un astronaute sur la Lune serait connue sous le nom de programme Apollo. Avant que la NASA ne puisse commencer à concevoir un vaisseau spatial pour sa mission lunaire, elle devait résoudre quelques questions fondamentales sur la façon d'envoyer des astronautes sur la Lune. Peut-être l'homme le mieux placé pour apporter des réponses était le principal ingénieur en fusée de la NASA, Wernher von Braun. Von Braun avait dirigé le développement de la redoutable fusée V2 de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était le premier missile guidé à longue portée du monde. Après la guerre, il avait été recruté par l'armée américaine pour aider à son propre programme de fusée. Il a rejoint la NASA en tant que premier directeur de son centre de vol spatial de Marshall en 1960. La façon la plus évidente d'effectuer un atterrissage lunaire était d'envoyer un vaisseau spatial unique de la Terre à la Lune et de revenir. Mais un vaisseau spatial suffisamment grand pour transporter toutes les fournitures, équipements et carburants nécessaires pour le voyage aurait besoin d'une fusée incroyablement massive pour être lancée dans l'espace. Von Braun voulait résoudre ce problème en lançant le vaisseau spatial en plusieurs parties à bord de fusées plus petites et en l'assemblant en orbite autour de la Terre. Mais il restait le problème d'atterrir un vaisseau spatial aussi massif sur la surface de la Lune. En 1961, l'ingénieur de la NASA John Bolt a présenté une proposition pour la première fois. Les principaux ingénieurs de la NASA ont jugé la proposition initiale trop risquée. Bolt a suggéré de lancer 2 navires spatiaux connectés à la Lune. Le premier, un module de commande et de service, fournirait du carburant, de l'électricité, des fournitures et de l'espace pour 3 astronautes carrément vers la Lune. Le deuxième vaisseau spatial, le module lunaire d'excursion, se poserait sur la Lune. Il serait contrôlé par 2 astronautes, tandis que le troisième resterait pour contrôler le CSM. Plus tard, avec ces 16 sorties d'éperonage, les astronautes américains étaient à un stade où ils pouvaient essayer de goûter, de reposer, de travailler et de se déplacer dans l'espace. Conseiller Kennedy n'a pu voir cela, il a été abattu en 1963. Il y a bien longtemps, l'explorateur britannique George Mallory, destiné à mourir un jour sur l'Everest, a été interrogé sur sa motivation pour gravir la montagne. Et il a répondu « Parce que c'est là-bas. L'espace est là-bas aussi, et nous nous y aventurons. Et la Lune et les planètes y sont. De plus, de nouveaux espoirs de connaissance et de paix y sont nés. À un moment où commence l'une des aventures les plus incroyables et les plus périlleuses jamais entreprises de l'homme, nous invoquons la bénédiction de Dieu. Mais avant que le programme Apollo ne mette ses premiers astronautes en orbite, il a été confronté aux aspects les plus sombres de cette aventure. Comment allons-nous envoyer quelque chose sur la Lune s'ils ne peuvent pas se parler entre 3 bâtiments? Apollo 1. Les astronautes d'Apollo 1 étaient coincés à l'intérieur de leur module de commande en faisant semblant du compte à rebours du lancement du jour du lancement. Ils avaient été forcés de tester au sol à cause de l'interférence constante de communication et du pilote de commande agaçant. Grissom était l'un des astronautes les plus expérimentés des États-Unis. Il avait participé au premier groupe de l'astronaute de la NASA les 7 Mercure, qui avait volé dans l'espace de capsules monoplace américaines. Il était jumelé avec le pilote principal Ed White, le premier Américain à marcher dans l'espace. Leur troisième équipier était Roger Chaffee, un astronaute de nouvelle génération et un pilote d'avion espion lors de la crise des missiles cubains. Même après 5 ans de développement et de tests, le complexe Apollo est criblé de défauts. Aux premières phases d'essai, les astronautes ont lutté contre les fuites de liquide de refroidissement et les éclats de plomberie créés par le système de support des vies humaines et les courts-circuits dans les 20 miles de câbles qui couvraient le vaisseau spatial.
L'équipage était prêt de reprendre la compte à rebours. En quelques secondes, les flammes ont défoncé le vaisseau spatial. La cause précise du feu initial ne fut jamais démenée. Mais il est probable de s'être formé d'une étincelle de déchirure originée sur un câble abîmé plus bas dans l'appareil. L'atmosphère dans la cabine était de l'oxygène pur, et sous préapprobation, même des matériels initibles normaux prenaient feu. En quelques secondes, le vaisseau était un consumé. Le panneau d'écoutille était insupportablement lourd pour politique de la fuite. L'intérieur d'écoutille était attaché en place par 6 boulons simplement lourds, qui étaient nécessaires pour être dévissés manuellement par une clé. Même si les astronautes auraient pu dévisser les boulons assez rapidement, l'écoutille s'ouvre en positionnel et il était scellé par la grandeur de la pression à l'intérieur de la capsule. Les réels risques du vol spatial ont toujours été bien une compréhension en NASA, mais non seulement Grissom, White et Chaffee étaient-ils morts en ascension ou en orbite. Ils sont morts sur Earth, lors d'un essai de FEC, avec l'aide d'un mélange. L'initiativement d'Apollo 1 a ébranlé la présentation de la famille de NASA. Ce qui devait suivre Apollo 1 était réparateur pour le programme. Après de nombreux tests et attributions, la mission de vol suivante est Apollo 7 où une mission habitée de la commandine de module est le servante. Pour la première fois, l'impression du propre du président Kennedy que l'homme viendrait dans 2 décennies a donné aux complaisances. L'équipage d'Apollo 12 est constitué du commandant de mission, Pete Conrad, du pilote du module de commande Dick Gordon et du pilote de module lunaire Alan Behan. Lorsqu'ils ont travaillé ensemble, lorsqu'ils ont fait le trajet jusqu'au Kennedy Space Center ensemble, ils ont roulé dans des corvettes dorées identiques. Gondor et Conrad connaissaient le vol après avoir volé ensemble sur Gemini 11 et les 3 hommes avaient servi ensemble en tant que satellite à l'école des pilotes d'essai naval de Patuxent River, dans le Maryland. En orbite autour de la Terre, le colossal Saturne V était suivi par un halo turbulent de pollution atmosphérique invisible. Lorsque 2 éclairs ont frappé la pile à combustible du module de service et que le système de guidage du module de commande a été mis en perturbation, l'équipage de l'Apollo 12 a continué son voyage vers la Lune et réussi l'atterrissage. Lorsque Pete Conrad a posé le pied sur la surface lunaire, ses premiers mots manquaient de la gravité de ceux de Neil Armstrong, mais il a largement compensé avec sa joie. En regardant autour du site d'alunissage, il a constaté que leur mission avait été accomplie. Apollo 12 avait réussi son atterrissage précis à côté de la sonde Surveyor 3. Celle-ci se trouvait dans l'océan des tempêtes, également connu sous le nom d'Oceanus Procellarum. À présent, la NASA avait envoyé des astronautes sur la Lune à 4 reprises, dont 2 alunissages réussis. Cependant, si les vols lunaires commençaient à sembler routines, la prochaine mission Apollo rappellerait de manière terrifiante les dangers des vols spatiaux. La NASA affirmait qu'elle n'était absolument pas superstitieuse. Mais je parie mon dernier dollar qu'il ne nommerait jamais une autre fusée, 13. L'échec réussi. Jim Lovell, commandant de la mission Apollo 13. La 3e tentative d'atterrissage lunaire a marqué un tournant dans le programme Apollo. Les missions précédentes avaient largement été des vols d'essai du vaisseau spatial. Apollo 13 se concentrerait sur la découverte scientifique. Il devait atterrir dans les hauts plateaux de Fra Mauro, dont le terrain ancien pourrait apporter un éclairage sur les origines du système solaire. En adaptant une devise de l'Académie navale des États-Unis, l'insigne de la mission présente les mots « Ex Luna, Scientia », depuis la Lune, la connaissance. Mais avant que l'équipage d'Apollo 13 n'atteigne la Lune, une catastrophe les mettrait en danger de mort. Le commandant de la mission était l'astronaute chevronné Jim Lovell, qui avait voyagé plus loin et passé plus de temps dans l'espace que tout autre astronaute. Entre son vol Gemini 7 avec Frank Borman, son vol Gemini 12 avec Buzz Aldrin et son voyage autour de la Lune sur Apollo 8, il avait passé 572 heures dans l'espace et parcouru presque 7 millions de miles. Il était accompagné de 2 astronautes débutants, le pilote du module lunaire Fred Haise et le pilote du module de commande Ken Mattingly. Mais seulement 2 jours avant le lancement, Ken Mattingly a été mis à l'écart après avoir été exposé à la rougeole allemande et remplacé par un autre astronaute, Jacques Swigert. Swigert était considéré comme un excellent pilote, mais ce changement de dernière minute a été un coup difficile pour un équipage qui avait travaillé ensemble. 2 jours, 7 heures, 46 minutes se sont écoulées depuis le début de la mission.
C'est l'équipage d'Apollo 13 qui souhaite à tous là-bas une bonne soirée, et nous sommes sur le point de clôturer notre inspection d'Aquarius et de revenir pour une agréable soirée dans l'Odyssée. L'équipage d'Apollo 13 venait de terminer une émission de télévision en direct en route vers la Lune. Mais elle n'a pas été diffusée plus loin que le centre de contrôle de la mission. Avec le public américain désintéressé par le programme Apollo, aucun réseau de télévision que nous quittons la Lune à Torulitro, nous partons comme nous sommes venus, et, si Dieu le veut, comme nous y reviendrons, avec paix et espoir pour toute l'humanité. En juin 2021, Gene Cernan reste la dernière personne à avoir posé le pied sur la Lune. Mais la NASA a l'intention de revenir avec le programme Artemis. L'objectif est de faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la Lune, et de développer des technologies pour les premières missions habitées vers Mars.